Bernard Boutboul, président de JIRA, un organisme, plutôt une société de conseil et d'accompagnement auprès de tous les acteurs qui gravitent autour de la restauration. Donc, je suis Hippolyte Gras, moi je travaille chez Paris Society depuis 1 an et on a ouvert une branche consulting il y a un peu plus d'1 an maintenant et j'accompagne du coup les nouveaux projets pour le groupe. Tu es un créateur de concepts pour en gros le Exactement. groupe de Gourcuff qui est Paris Society. Si je synthétise. Bonjour, je suis Guillaume Crampon, je m'occupe d'un restaurant qui est implanté ici à Monaco, qui est le 6e établissement d'une compagnie russe. Et c'était donc la première expérience en dehors des frontières. En parallèle de ça, j'ai également ma société de conseil. On est rejoint par Paul Perret. Qui m'amène à voyager à Londres, Dubaï, différentes grandes destinations. Bonjour, je m'appelle Akram, chef cuisinier, passionné, avec un groupe de restaurants et de concepts à Paris et ailleurs. Bonjour, excusez-moi d'être en retard, je crois que c'était 15h30. On a démarré en avance, donc tu n'es pas en retard. On était en avance, d'accord. Et je m'appelle Paul Perret, je suis à Shanghai, Ultraviolet, Mr. Mrs. Bun, Pollux, voilà, et cuisinier passionné également. Alors la première question qui s'adresse peut-être davantage aux consultants, c'est on a le sentiment avec les lancements de Marc Citeau, de Mamie, de Jean Imbert et Cédric Grolet, de Big Mama, d'Arocco, Shirvan, Créature, Girafe, Loulou, Maison du Caviar, Ultraviolet, que le concept est devenu incontournable en restauration. C'est-à-dire qu'on a besoin aujourd'hui non seulement d'avoir un chef, une bonne cuisine, un lieu, une décoration, mais on a besoin aussi d'avoir un concept, une idée de ce qu'on va faire. Si je prends le cas de Mamie de Jean Imbert, c'est cuisiner avec sa mamie de 92 ans. Alors il y a tout le reste qui est avec, mais il y a une forme de concept. En tout cas, ça suscite un intérêt parce que ça raconte une histoire. Il faut aller peut-être au-delà de l'identité du restaurant simple. Est-ce que ça vous paraît vrai ? Ou est-ce que ça vous paraît être un effet de mode ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis très embêté pour répondre à cette question parce que je m'excuse, je vais peut-être jeter un froid, mais pour moi le concept est mort. Déjà ? Bah oui. Franchement, ça fait 30 ans qu'on parle de concept avec les chaînes de restaurants. Et on voit où elles en sont aujourd'hui, au moment où la restauration est en train de revenir à ses fondamentaux. Et vous l'avez dit dans la définition, je pense qu'aujourd'hui, un concept, je m'excuse de reprendre l'expression, plutôt un restaurant qui fonctionne, c'est un restaurant qui est assis sur les fondamentaux, l'assiette, le service, dans un lieu. Point. On revient aux fondamentaux. Et je pense qu'on a fait des délires marketing ces 20-25 dernières années qui nous ont amenés à des entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. Je pense qu'on est passé d'un marketing paillette à un marketing sincère. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de marketing. Il faut qu'on rentre dans la sincérité du produit, dans la sincérité de la relation, dans la sincérité du lieu. Bref, il faut que le concept qu'on monte, je m'excuse de reprendre encore l'expression, ait du sens. Ça, oui. Donc il faut un concept qui ait du sens et qui soit proche de ce qu'on est, finalement. Bien sûr. Hippolyte, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Moi, je suis d'accord avec ça. La seule chose, c'est que le concept, pour moi, c'est vraiment un levier pour pouvoir communiquer et de proposer une offre lisible, en fait. Faut pas que Donc ça donne de la lisibilité au restaurant. Exactement. C'est que le base même du concept, c'est de se dire, un client, il sait directement où il va mettre les pieds. Il sait à peu près le positionnement, quelle expérience on va lui proposer. Et ça joue beaucoup avec l'évolution aussi des consommations ou avec tous les Deliveroo, ces choses-là, où maintenant on peut manger chez soi beaucoup plus facilement et tout ce qu'on veut. Et du coup, il faut proposer des expériences pour faire déplacer les gens. Et ce concept-là, de créer des concepts, permet justement de faire déplacer les masses pour rentrer dans une expérience. Mais je rejoins complètement Bernard sur le fait qu'après, ce qui va faire perdurer et rendre périn l'activité, ça va être de proposer des bons produits et un bon rapport qualité-prix et que la prestation suive. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez pu développer comme concept récemment à Paris Society ? Alors, parce que vous avez énormément de nouveautés qui sortent. C'est un groupe très actif. On en a beaucoup qui ouvrent. En février, on va avoir à Londres, on a racheté un atelier de Joël Robuchon sur 4 étages qui va ouvrir. On a aussi sur les Champs-Élysées, au-dessus des Galeries Lafayette, un énorme rooftop. Et notre dernier en date interne à Paris Society, c'est Coco, à l'Opéra Garnier. Alors, par exemple, quel est le concept de Coco ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec Coco ? C'était de recréer, c'est assez compliqué, c'est de recréer un peu les années de Coco Chanel bien sûr, mais toutes ces années folles, travailler une précision et un savoir-vivre très parisien, et de le découler ensuite justement avec une offre un peu festive, où on a beaucoup de musiciens les week-ends en déambulatoire, et de créer quelque chose où c'est pas juste de la simple très bonne cuisine, puisque le chef qui est Julien Chicoine, lui était avant le bras droit d'Éric Fréchon pendant des années. Donc on a de la très bonne cuisine, mais les gens ne viennent pas que pour ça.
Nous, notre force, c'est vraiment de venir pour vraiment, encore une fois, découvrir une expérience et de travailler sur la musique, la décoration, et créer vraiment un univers. Donc c'est un café à opéra, un restaurant à opéra. Et vous êtes parti Au sein d'une de base l'opéra. qui était un restaurant assez froid finalement, en rouge et blanc. C'était une œuvre de Odile Deck avant, donc qui était très rouge et très blanche, qui pouvait être un petit peu austère à premier abord. Et le but, c'était vraiment de le rendre beaucoup plus cosy et de travailler justement sur, malgré l'immensité de l'espace et le côté imposant de l'opéra, de jouer sur des structures beaucoup plus intimes. Et au sein du lieu maintenant, on se rend compte qu'on peut avoir des petits îlots très individuels finalement, tout en gardant cette immensité du lieu. Alors Guillaume, le concept, la notion de concept. Et moi, je voudrais appuyer sur l'aspect un peu financier du concept. C'est vrai que j'ai du mal à les appeler les concepts, ce que vous avez évoqué vous. Pour moi, les concepts sont des endroits qui peuvent se dupliquer à l'international et qui impliquent un fort investissement, que ce soit du marketing, dans la construction des équipes, dans la recherche d'un produit, et qui vont, comme on vient de l'évoquer, générer une forte affluence et qui vont avoir la capacité à détourner le client de ses habitudes. Je voudrais prendre un exemple. Alors c'est vrai que, comme le disait M. Boutboul, ce sont des marchés qui peuvent s'ouvrir, se fermer. Et c'est un peu comme le mercato football. Tous les joueurs de football ne gagneront jamais des millions ou voire plus. Je voudrais reprendre le cas du restaurant Amazonico, qui est une compagnie qui est en train de se développer. Tout à l'heure, on parlera peut-être est-ce qu'il faut un chef star dans l'équipe. Je ne crois pas que chacun le connaisse, celui-ci, Sandro Silva. Et il vient de revendre 40% des parts de sa société à une très très grosse compagnie qui investit dans la restauration. Il a vendu 40% de ses parts pour 70 millions d'euros. Je pense que ça fait rêver. Et c'est un concept. Ils viennent d'ouvrir la semaine dernière à Londres. Ils sont implantés à Madrid. Quel est le concept pour c'est basé sur un design très fortement prononcé sur l'Amazonie. Décoration intérieure, vous croiriez dans une forêt vierge. Sur la cuisine, c'est beaucoup de flammes, beaucoup de grillades qui sont faites en cuisine ouverte. Et ensuite, on revient sur ce qu'on évoquait juste avant. C'est effectivement un jazz club qui est à l'intérieur et qui va donner de l'animation autour d'un bar et des cocktails spécifiques. Voilà. Et je pense que ça, c'est un concept. Et quand on arrive à ce genre d'aspect-là, on est dans du concept financier et non plus du concept uniquement où on va fournir, sans limiter le mot, mais simplement de la cuisine et de la nourriture. Akram, est-ce que quand on veut se lancer aujourd'hui sur la scène parisienne où il y a énormément de concurrence, est-ce qu'il suffit d'être un bon cuisinier, étoilé, ou est-ce qu'il faut aussi penser à des idées originales à proposer au public en termes d'expérience peut-être Est-ce qu'il faut le prendre par la main le public pour le faire venir Je les ai beaucoup, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Je pense qu'aujourd'hui nos vrais concurrents, c'est eux, parce que justement ça nous permet à nous en tant que chef de se remettre en question sur pas mal de choses. Alors il y a deux sortes de concepts, je pense. Et la vraie révolution, c'est des concepts de vrais chefs qui vont être investis dans leurs concepts, c'est-à-dire que ça leur appartienne. Et on a parlé de sincérité tout à l'heure, effectivement. La vraie vérité, c'est quand un chef a compris comment adapter un concept à une époque. Alors le mot concept, on l'utilise, c'est vrai que c'est un peu aujourd'hui désuet, c'est juste, je dis toujours, de faire tout simplement de la restauration qui tient sa promesse. Qu'est-ce que les gens recherchent? Le bon rapport qualité-prix. Après, là où nous, on s'est beaucoup remis en question, et ça, par rapport à... je suis comme tout cuisinier, je voyage beaucoup, je vois ce qui se passe sur la scène gastronomique, mais pas que. Et je pense qu'ils ont fait du bien aussi, parce qu'ils ouvrent des restaurants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font, je pense, une très belle déco, très belle musique, très belle lumière. Ils mettent un chef comme consultant qui va faire une très belle carte. Ils marketent tout ça autour d'un restaurant, ce qu'on peut appeler restaurant, mais pas que. C'est-à-dire ça devient festif aussi. Parce que les clients sont demandeurs de ça aussi. Pourquoi ils vont aller plus chez eux que chez moi? Parce que chez eux, ils ont ce que j'appelle un all inclusive. C'est-à-dire qu'ils ont tout et ils ont ce sentiment de vouloir rester, de se sentir bien. Moi, je suis le premier à le faire parce que quand je sors avec mes amis, c'est vrai que voilà, on a tout au milieu de la table, c'est à partager. Ça change du quotidien et c'est vrai que je dis que
Si demain, il y a une marque de restaurant qui est portée par un chef et c'est lui, mais il faut qu'il... Nous, on comprend que le côté cuisine et ça, mais aujourd'hui, le restaurant, c'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, je vais vous dire, même dans les restaurants gastronomiques aujourd'hui, on voit qu'il faut beaucoup plus donner un côté assez, comfort food, où le client se sent bien. Donc je prends comme exemple Paul Perret, j'ai fait plusieurs repas chez lui, j'ai eu cette chance. Et vraiment, ça vaut vraiment le voyage. Et il a su mettre... hier, on a parlé de street food. C'est le seul à faire de la street food dans son restaurant gastronomique. Il arrive avec un vrai chariot de street food. Enfin, je ne peux pas vous dire trop parce que pas déflorer. Je ne vais pas tout dévoiler, mais ça veut dire qu'il a été au bout des choses et il a compris que voilà, c'est ça qui fait que ça devient unique. Après, pour nous, quand moi j'ai ouvert Shirvan, c'était vraiment pour faire un restaurant qui soit dans ces éléments-là. Mais il y a une chose que je ne suis pas arrivé, c'est comment le rendre festif. Ça, je ne sais pas faire. La création d'une ambiance particulière. La création d'une ambiance. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un savoir-faire qui n'est pas forcément... C'est un savoir-faire, on ne peut pas tout faire. Moi, j'ai fait une belle déco, on a une musique, on a travaillé le parfum, on a travaillé plein de choses. Mais il est vrai que mes clients, qui ont entre 35 et 40, ou même un peu plus jeunes, donc quand ils viennent chez nous, ils font le début de soirée, ils dînent chez nous, puis après, ils se dirigent vers leur établissement parce qu'il y a une continuité de soirée. Vous voudriez les garder, vous? Bien sûr, mais tout le monde. Moi, j'ai pas envie qu'ils aillent chez eux. C'est normal. Enfin, je pense que, voilà, en gros, Paris est un joli gâteau, donc voilà, il faut savoir se partager. Mais je parlerai même pas. Moi, dans le restaurant Shirvan, nous, ce qu'on a travaillé surtout, c'était le goût et une cuisine qui soit différente. Je voulais pas faire un énième restaurant où on sert la même chose, plateau de fruits de mer. Vous voyez ce que je veux dire? On a été chercher ce qu'il y avait de plus riche, c'est-à-dire les épices. J'ai compris que quand on était un groupe, aujourd'hui, il faut quand même mettre ça dans une carte, c'est-à-dire des plats véganes, des plats autour du légume. Faut, je pense, étendre un petit peu plus son savoir-faire. Et vous étiez un des premiers à le faire à Paris, cette intégration à la carte. Alors, j'ai fait ce restaurant-là, oui, c'était il y a maintenant 3 ans. Le futur, la prochaine ouverture du second Shirvan, il est clair que je ferai le bar différent. Ouais. Je vais faire... En fait, j'ai tout repensé. Et c'est la nouvelle compétition pour vous. C'est Akram qui a appris... Oui, parce qu'ils sont très forts. Nous, je vais vous dire, le problème du cuisinier, c'est ce que je dis toujours, c'est que nous, on est là en cuisine, mais on n'a pas ce qu'eux ont compris. Ils ont compris d'abord, les chiffres, comment optimiser un établissement, et puis surtout de savoir faire que le client, ils savent le garder jusqu'au bout. Donc on a à apprendre d'eux, comme eux ont à apprendre de nous. Donc en fait, je trouve que ça marche bien, parce que mon client ne va pas venir manger chez moi tous les jours, il va aller aussi chez eux, et vice-versa. Et donc ça, c'est super. C'est les mêmes clients, c'est les mêmes Parisiens. Et je suis allé manger à la Marée aussi à Moscou, parce qu'ils en ont 2. Le propriétaire, c'est un ami. Et pareil, lui, il a ouvert ça quand? Il y a maintenant 30 ans il y a 10 ans. Il y a 10 ans, et c'est vrai que, franchement, j'ai eu une expérience autour du fruit de mer. Pour moi, l'une des meilleures expériences de fruits de mer, c'était à la Marée à Moscou. À la Marée. Donc on a 2 adresses à visiter. Il y a Ultraviolet à Shanghai. Je ne l'ai pas payé. À la Marée à Moscou. Alors, Paul Perret, chez vous, l'expérience, elle est totale. C'est-à-dire, on commence à aller au restaurant, on ne connaît pas son adresse. On est dans une voiture aux vitres teintées, on ne peut pas vraiment savoir où on va. C'est vrai ou c'est le folklore autour du restaurant? Et après, on arrive dans une pièce nue, et vous allez l'habiller de votre cuisine, à la fois en son, en image et en plat. On va attendre l'annonce de l'hôtesse de l'air. Oui, alors, je veux pas trop expliquer Ultraviolet comme ça en quelques mots. Essayer de parler quand même, rejoindre dans l'histoire du concept. C'est vrai que Ultraviolet, qui reste le projet de ma vie, est très conceptuel, c'est-à-dire que l'histoire, c'est un petit peu la définition du mot concept. On va avoir des définitions finalement similaires et différentes. Je trouve que concept, c'est à peu près aussi moche que formule quand on parle quelque chose sur une carte.
Et en fait, moi je dis que tout est concept. Une pizzeria, c'est un concept. Un bistrot, c'est un concept. On peut conceptualiser à l'intérieur d'un concept. Si on fait une brasserie, qu'on fait une table commune, ça devient conceptuel parce que le principe du concept, c'est simplement l'exécution d'une idée. Donc c'est rien d'extraordinaire en soi. Si je rejoins la question originelle de ce forum, faut-il avoir un concept avant d'ouvrir un restaurant? Moi, je vais dire bien sûr. Maintenant, à quel moment ce concept est quelque chose qui intègre des éléments différents de ce qui existe, ce n'est pas une obligation absolue. Alors, je vais vous donner un exemple quand même, parce que sinon, je vais parler dans le vide. Et comme ça me permet de parler d'autre chose que d'ultraviolet. Je vais vous parler du dernier restaurant que j'ai ouvert. Ça s'appelle Pollux. Et Pollux, c'est un café français. Alors, c'est l'anti-concept par excellence, parce que non seulement c'est le café français, mais c'est la caricature absolue. Caricature, c'est pas le bon mot. Bref, c'est la caricature absolue de ce que devrait être un café avec tous les plats typiques d'un café français, avec l'ouverture du matin au soir, sans interruption, avec cette espèce de carte snack qui est un peu le fil rouge conducteur qui va être servi toute la journée, avec après une obédience plus bistrot au niveau du déjeuner et au niveau du dîner, mais on aurait pu choisir un autre type, on aurait pu choisir un grill, on parlait tout à l'heure, c'était possible aussi. Il y a plein de choses qui sont possibles là-dedans, et il y a des cafés français que j'adore, moi, qui sont très intéressants, mais qui sont finalement des concepts, je vais le dire comme ça, qui sont un petit peu délaissés dans le sens où c'est des genres mineurs et qu'on a à tous les coins de rue en France, donc on n'y paye pas forcément l'attention qu'ils pourraient mériter. Et dans Pollux, dans cette espèce d'anti-concept de restaurant qui n'a rien inventé en soi, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on pousse tous les curseurs du café au maximum. On a mis des équipes qui étaient 3 fois supérieures aux équipes classiques de café. Alors les rentabilités ne sont pas forcément exactement les mêmes, même si les prix sont un petit peu plus élevés. Et on s'est donné juste la peine de repenser un café de façon très traditionnelle, mais en lui donnant plus de moyens. J'aime bien la définition, et c'est ce que j'aime beaucoup à l'opposé d'une cuisine personnelle à l'ultraviolet. J'aime bien la définition qui dit que on va faire un concept ordinaire de façon extraordinaire, avec entre guillemets, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on doit faire prédominer, je vais peut-être m'adresser plutôt à Hippolyte, faire prédominer l'aspect culinaire ou le design ou l'ambiance? C'est quoi le bon mix? Est-ce qu'on a forcément besoin d'un très bon décor ou est-ce que ça peut être minimaliste? Est-ce qu'à contrario on a besoin d'un chef absolument? Quel est l'équilibre? C'est comme d'habitude, c'est un subtil mélange entre tout. Comment vous travaillez-vous cet équilibre-là en fait? Et aussi en termes finalement d'investissement, parce que c'est aussi des histoires Oui, bien d'argent. sûr. Mais après, l'aspect culinaire reste primordial, puisque de toute façon, même si on crée une histoire autour de n'importe quel concept, si les gens peuvent venir parce qu'ils ont découvert que l'ambiance était intéressante, que la décoration avait l'air top, que la nourriture avait l'air bonne, si la nourriture n'est pas bonne, ils ne reviendront pas. Donc ça peut être une clé d'entrée, mais la base quand même, c'est de se focaliser sur la cuisine. Après, nous, on travaille beaucoup comme dans les codes du luxe, c'est-à-dire qu'on va faire des attentions sur tous les petits détails. Donc on peut avoir autant travaillé sur le parfum à l'entrée de l'établissement. On travaille avec des sound designers pour travailler les bandes sonores. Après avoir des live musicaux, des light designers qui vont faire que les gens se sentent beaux, bien et qui vont justement se laisser aller. Que ce soit instagrammable aussi éventuellement. Exactement, ça c'est les nouveaux codes avec Instagram, mais on n'est pas que dans ça parce que sinon ça serait très superficiel, mais le but c'est de créer des surprises. Et effectivement on travaille beaucoup avec des grands designers, travailler avec Joseph Diran ou Corinne Sachot qui était aussi son bras droit. Mais le but c'est vraiment de porter attention à tous les petits détails. Donc la cuisine est primordiale, c'est-à-dire qu'on ça reste l'élément principal. Et vous-même, vous venez de l'univers de la cuisine? Oui, j'avais fait Ferrandi et après j'ai fait une école de commerce, l'EM Lyon, travaillait aussi sur la partie design qui m'intéressait beaucoup. Mais c'était justement d'avoir une vision globale et pas uniquement technique pour après ouvrir des restaurants et des établissements. C'est aussi de comprendre justement tous ces univers et c'est pour ça que nous on s'apparente beaucoup au code du luxe en fait. Alors Bernard, après Guillaume, Bernard, qu'est-ce que vous pensez de cet équilibre entre l'ambiance, la restauration, la décoration? Quelle est la bonne façon aujourd'hui de concevoir un restaurant pour vous?
moi je dirais, puisque si on reste toujours sur le mot concept, c'est une alchimie complexe, en fait, de réussir un concept. Et puis, je me demande si derrière le mot concept, il n'y a pas innovation. Oui, c'est vrai. Et il y a le mot innovation aussi. Il y a des absolument. innovations qui n'ont aucun sens, et il n'y aura plus de concept derrière, et des innovations qui ont du sens. Je vais vous citer quand même quelques exemples. Vous savez tous qu'il y a eu un restaurant qui s'est créé il y a pas mal d'années, qui s'appelle Dans le Noir. Oui, qui était un restaurant dans le noir. Ouais. On dînait dans le noir. On était servi par des malvoyants extraordinaires, hein, fantastiques, mais quel intérêt d'y retourner? Aucun. Surtout que le programme culinaire était catastrophique et le service, c'est pas qu'il était inexistant, c'est que ça n'a aucun intérêt. Ce qui est vachement d'intérêt, c'est de comprendre ce que les malvoyants vivaient. Alors ça, c'est une super expérience, mais on s'éloigne de la restauration. Et ça tient pas, tout simplement. Voilà. Et le gars m'a dit qu'est-ce que je peux faire, je lui ai dit tu rallumes la lumière et puis tu es un vrai resto, quoi. Ah, tout simplement. Je vais vous citer un autre exemple. À San Francisco, il y a un restaurant traditionnel de très très haute qualité. Et tout d'un coup, il n'y a plus personne en salle pour vous servir. Pourquoi? Parce que ce sont tous des chanteurs d'opéra. Et tout d'un coup, ils sont en train de chanter, tous, etc. À Paris, il y a un gars qui s'appelle Julien Dubouet qui a ouvert Boulogne, boulangerie où l'on peut manger. Quand vous rentrez dans son établissement, vous rentrez dans une boulangerie. Donc quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un en disant on va au resto et que vous voulez une boulangerie, vous l'appelez en disant il doit y avoir une erreur, c'est une boulangerie. Il dit si, va au fond, tu passes derrière le truc à pain, etc. Et là on rentre dans le restaurant. Mais le point commun de tous ces gens-là, c'est que si on n'a pas une assiette de haute qualité, qui a du sens, qui a du goût et qui est sincère tout au long de l'année, 365 jours par an, avec un personnel qui a la banane et qui sait vous vendre des produits, etc., toute innovation, tout concept n'a pas de sens. Donc l'innovation, mais la qualité culinaire, si on comprend tous les deux. Guillaume, vous êtes d'accord avec ça? À 100%, oui. Je voulais juste ajouter qu'il ne faut pas oublier que les consommateurs clients, qu'ils aillent dans des concepts fortement développés ou pas, ce qu'ils recherchent de toute façon, c'est effectivement de la nourriture. Ils veulent être surpris, mais quoi qu'il en soit, maintenant, les consommateurs sont suffisamment éduqués et avertis pour savoir ce qui est bon et pas bon. Si on développe un restaurant conceptuel sans une nourriture qui va avec de qualité, je pense qu'on ne fait pas long feu. Alors une question peut-être à Paul Perret. Est-ce qu'un concept de restaurant peut marcher dans d'autres pays que son pays d'origine? Est-ce qu'on peut avoir Ultraviolet demain à Paris? Parce que il y a beaucoup de clients parisiens qui viennent à Ultraviolet. Est-ce qu'on peut imaginer demain que vous... Je veux dire quelque chose, c'est que mon pays d'origine, c'est la France quand même. Oui, mais vous avez développé le concept à Il faut le Shanghai. savoir. Mais j'ai développé le concept à Shanghai. C'était une question circonstancielle, économique. J'ai essayé, ça faisait 20 ans que j'ai essayé de le faire, donc j'avais essayé un petit peu partout. C'est pas forcément facile de suivre un projet comme ça. Ça s'est fait à Shanghai parce qu'à ce moment-là, j'étais à Shanghai. Mais bien sûr qu'il y a des concepts qui s'adaptent moins, qui sont beaucoup moins capables de voyager, et puis d'autres des concepts qui sont un petit peu universels finalement dans la façon d'appréhender la façon de manger. Finalement, Ultraviolet en soi, on pourrait dire que c'est très, très conceptuel, mais ça reste avant tout un restaurant dans lequel on s'est donné des moyens assez extraordinaires pour produire la nourriture au plus haut niveau. C'est la définition d'Ultraviolet, et la conséquence a été qu'en maîtrisant le temps et l'offre qu'on donne à nos clients, je fais très court, c'est une salle de découvert, et on est 30 à travailler dessus quand même. Et évidemment, on se met dans des conditions pour servir chaque plat au pic du plat. Et on peut également jouer sur cette atmosphère qui est toujours un élément intangible d'un restaurant. Et dans ce cas particulier, on peut adapter cette atmosphère sur chaque plat, ce que je trouve beaucoup plus intéressant que d'avoir une atmosphère figée, presque parasitaire, par rapport à la façon dont un plat pourrait se révéler, ou en tout cas pourrait apporter plus de mémoire dans un contexte qui lui est propre. Si ça a du sens, ce que je dis, pas forcément parce que je fais tellement de raccourcis que je me comprends tout seul, d'accord. Voilà. Donc voilà pour cette réponse. Kram, est-ce que Shirvan pourrait demain être développé à Moscou, à Londres, en Turquie On est sur des prochaines ouvertures, non pas en France, mais à l'étranger. Vous avez été l'un des premiers jeunes chefs à aller sur l'international très rapidement, avec une vraie volonté d'investir. Ouais, en tant que chef propriétaire, oui, parce que je voulais en fait essayer. Vous savez, quand j'ai démarré ma première vision de concept, j'étais très jeune. Enfin, j'espère que je le suis encore. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le temps de pouvoir vraiment... Ce que j'aime, moi, c'est aller au bout des choses pour voir ce que je ne fais de pas bien. Et j'ai fait beaucoup de choses pas bien. Et donc, aujourd'hui, ce que j'ai pu comprendre, c'est-à-dire que
quand on est chef entrepreneur, en fait, c'est totalement différent. Il y a une vision bien évidemment économique, mais surtout de se dire, au départ, on veut tout faire, on veut tout essayer, et après, je me suis dit, mais en fait, il faut que je ramène tout et je me concentre. Quelles erreurs vous avez faites qui pourraient servir aux jeunes générations Oui, bien chefs, sûr. même si vous êtes encore très jeune? Oui. Moi, en fait, la chose que j'ai faite, c'est que, par exemple, prenez l'atelier Vivanda, qui était un concept que j'avais ouvert il y a maintenant 8 ans. C'était de la viande? C'était de la viande, on mangeait sur des bio. J'étais juste en face, c'était juste en face de mon restaurant gastronomique. C'était un concept qui était parfait, tout petit. Je voulais un truc petit. Et par la suite, j'en ai ouvert 3 dans Paris. En fait, pour moi, c'était dans l'idée d'avoir que des petites structures pour mieux maîtriser. Mais en fait, c'était 3 gros problèmes. Parce que je divisais les problèmes par 3. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Paris était un marché qui était trop petit. Parce que l'un cannibalise l'autre. Ça aussi, j'ai compris. Mais pour apprendre, ça coûte cher. Donc, j'ai dû payer pour ça. Et aujourd'hui, voilà, dans les futurs, là, en 2020, on ouvre un très gros Vivanda dans Paris. On arrête les Donc, vous allez tout regrouper dans une seule adresse? Tout regrouper. Pour moi, en France, c'est pour moi certainement la plus belle marque qui existe dans le monde. Faut se le dire, il faut savoir l'exploiter, il ne faut pas avoir honte de le développer. Dans nos confrères, par exemple, on parlait d'Amazonico, mais aujourd'hui, il y a plein de jeunes chefs cuisiniers qui ont du talent, qui savent faire du concept. Il faut juste, qu'ils soient bien entourés en termes de marketing, en termes de finance, en termes de... Si on rentre dans le concret, parce que vous avez lancé plusieurs concepts. Quand vous avez lancé vos concepts, vous entouriez de qui? On a vu le grand groupe avec le sound designer, light designer... je vais vous le dire, j'étais le vrai cuisinier par excellence. Là, je voulais tout faire moi-même. Voilà, c'est-à-dire que je voulais tout maîtriser. Et en fait, on se rend compte que j'avais besoin de passer par ça. Et là, je me suis dit qu'en fait, c'était pas la bonne manière. Et le fait de pouvoir discuter, parler... J'ai souvent parlé avec Bernard aussi. On comprend parce qu'il y a une transition qui se fait. Soit vous la prenez tout de suite, ou soit vous croyez que vous êtes très fort et vous voulez tout faire et vous voulez prouver je ne sais pas quoi. Mais en fait, non, ça ne sert à rien. Il faut se concentrer sur ce qui vous est plus essentiel. C'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire les valeurs humaines, de savoir m'entourer avec des personnes autour de moi en cuisine et en salle. Pour moi, c'est eux qui font vraiment le fond de commerce. C'est-à-dire c'est comme si... Moi, je dis toujours, quand on ouvre un restaurant, c'est comme un casting de film. Soit on réussit son film, soit on ne le réussit pas. Donc ça, c'est vraiment une concentration très importante. Je ne laisserai jamais, par exemple, déléguer ça, par exemple, à une DRH, parce que je dis toujours, pour moi, c'est hyper important qu'il retranscrit, au métier de service et en cuisine, qu'il soit vraiment une équipe, une team, une famille. Donc vous avez besoin de manager j'essaie vos vraiment équipes de le faire au directement. maximum. C'est vous qui dirigez vos équipes, qui les recrutez. Voilà, exactement. Ça, vous l'avez gardé? Ça, je l'ai gardé. Par la suite, j'ai pris par exemple un directeur financier qui sort d'un gros groupe qui est beaucoup plus âgé que moi, parce que je ne voulais pas qu'il soit du même âge, parce que sinon ça allait tout le temps se friter. C'est quelqu'un qui sait maîtriser beaucoup de choses, il a la patience, il a une vision que je n'ai pas. Et c'est lui qui vous dit, par exemple, sur le choix d'un concept, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Oui, exactement. J'avais besoin de ça. En fait, moi j'aime bien challenger. J'aime bien être challengé. J'aime pas être autour d'une table dans une réunion et que je dis voilà c'est comme ça et c'est comme ça. Non, il faut qu'on me dise non. Ça en fait ça marchera pas. Et parce qu'aujourd'hui, je dis ok, on va changer parce que c'est en discutant. Eux n'arriveront jamais à faire ce que je fais. Moi par contre j'ai essayé de faire ce qu'ils font. J'ai peut-être pas tout réussi, mais en même temps j'ai compris comment ça fonctionnait. Je sais lire un tableau de bord. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir des entreprises qui elles soient saines. On peut se louper, ça c'est pas un problème parce que c'est les parcours d'une vie. Mais derrière, après, on se dit, finalement, par exemple, moi je vois à Paris, j'ai le restaurant Akram qui est le restaurant de haute couture, là où j'y suis tout le temps. Il y a Shirvan et il y a le nouveau atelier Vivanda et on a ouvert un concept de burger à Istanbul et l'autre il va ouvrir dans les semaines à venir à Orly. Je m'arrête à ça et je développe ces marques-là à l'étranger. Et je vais vous dire autre chose, le fait qu'on était très bon en France, j'ai jamais été chercher un autre marché, c'est pas moi qui ai été voir des gens à l'extérieur pour leur dire... On vous a sollicité? On m'a sollicité parce qu'il faut savoir que quand même,
sur le monde entier. Toutes les plus grandes capitales aujourd'hui investissent beaucoup dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et ils sont à la recherche de talents et de concepts français. Donc ils viennent, c'est des gens... Ils sont à la recherche d'idées en fait. C'est comme des inspecteurs. Oui, mais ils viennent vous voir, ils viennent essayer votre concept 3-4 fois. Après, vous recevez un mail où ils veulent vous rencontrer absolument parce qu'ils veulent amener leur concept. Voilà. Et aujourd'hui, ceux qui se rapprochent beaucoup, qui viennent me voir, c'est souvent des groupes de restaurants qui souhaitent développer une marque à l'étranger. Donc il y a une double... C'est pareil, à l'époque... on venait me voir, quelqu'un qui avait un peu d'argent, il voulait ouvrir un restaurant pour lui ou pour sa femme. Il disait, bah tiens, c'est bon, vas-y, j'ouvre un restaurant. Sauf que, je dis souvent, si tu veux garder ta femme, si vous voulez garder votre vie de couple, vous n'ouvrez pas de restaurant. Si, j'ouvre, j'ai les moyens. Sauf qu'au bout d'1 an, c'est un calvaire. C'est compliqué. Et je me suis dit, j'arrête ça. Si demain, j'ouvre des restaurants, ça sera toujours attelé à des groupes de food and beverage, mais jamais en B2B, quoi. Ça aussi, je l'ai appris. S'adresser à des vrais professionnels. À des vrais professionnels à l'étranger. Et il y en a beaucoup. Et qui viennent souvent voir ce qui se passe à Paris. Souvent, ils sont demandeurs de ces concepts-là. Et nous, qu'est-ce qu'on a à leur proposer? On leur dit, voilà, on a ça, ça et ça. On est différents. On essaie de faire des choses qui soient complémentaires par rapport à leurs autres offres. Et puis voilà. Bernard, vous vouliez réagir? Ouais, je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Akram. Il a prononcé le mot casting et il a raison. Il faut arrêter de faire du recrutement, il faut faire du casting. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis intimement persuadé que la salle a fait une erreur depuis 20-25 ans en y mettant des porteurs d'assiettes et des preneurs de commandes. Je pense que la salle doit être le prolongement de l'art du chef. Et si on arrive à ça, là, on rentre dans la véritable expérience complète. Et ça suppose de former la salle différemment peut-être alors? Ah, probablement, oui. Probablement. Comment vous voyez ça? C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui de quelle manière on prend la commande dans un étoilé Michelin par rapport à de quelle manière on prend la commande dans un établissement bistronomique, on n'est pas du tout sur les mêmes registres de prise de commande. Quand vous rentrez dans un établissement bistronomique, on vous dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? On ne vous prend pas une commande, on ne vous dit pas, comme dans certains restos, alors je ne parle pas des gastronomiques, vous avez choisi. Enfin, je veux dire, depuis quand on demande au client s'il a choisi? C'est à nous de lui vendre. Il faut qu'on remette les choses dans l'ordre, quoi. Il faut qu'on soit des vendeurs et non pas des preneurs, tout simplement, de commande. À la fin d'un repas, on entend cette phrase catastrophique: est-ce que vous voulez la carte des desserts? Depuis quand on demande à un client s'il veut la carte des desserts? J'ai même entendu pas de dessert, pas de café. Je lui dis, mais non, amène-moi l'addition, comme ça on va se casser tout de suite. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui ne va pas là quand même. Il faut qu'on remette les choses dans l'ordre au niveau du service. La restauration est un métier de service. Alors, Paul Perret, est-ce qu'on vous aborde souvent pour vous demander des concepts? Est-ce que vous avez des gens qui vous appellent en disant, j'aimerais bien que... Est-ce que tu aurais une idée à me donner? J'ai un peu comme disait Akram, j'ai un peu d'argent, de faire plaisir à ma femme. Est-ce que tu aurais un concept à développer à Istanbul ou... Alors, en général, les gens qui nous demandent de faire quelque chose, c'est des gens qui se basent sur ce qu'on a déjà fait. Mais par contre, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de rencontrer des investisseurs pour faire quelque chose sur la base de ce qu'on a déjà fait, mais qui pourrait être différent. Alors, mais c'est vrai que ça peut arriver assez souvent. Alors après, c'est une question de capacité de développement. Et nous, on considère qu'on a une capacité de développement assez lente, avec la possibilité éventuellement d'ouvrir un établissement de plus par an. Et peut-être qu'après, il y aura un phénomène qui fera qu'on sera un petit peu plus structuré pour faire... Et alors, est-ce que vous êtes entouré quand vous créez un projet ou quand vous lancez comme vous l'avez lancé Pollux, est-ce que vous êtes entouré, vous aussi, comme Akram, d'une équipe? C'est-à-dire vous avez fédéré un directeur financier, vous avez des gens... Est-ce que vous avez des light designers, des sound designers comme Paris Society qui est très très riche? Formidable. Alors, sur un concept comme Pollux, alors moi j'aimais bien aussi un petit peu contrôler les choses. Et encore une fois, c'était un concept qui avait des business models de référence. Donc on les a appliqués avec nos connaissances, mais bien sûr qu'on avait un designer quand on fait un restaurant, on avait des choses de base. Et après on travaille avec un groupe qui lui est extrêmement structuré en ce qui est finance, DRH, etc. Donc ça c'est pas un problème puisque finalement on a un groupe de restauration qui couvre l'ensemble de mes restaurants et des restaurants qui sont par rapport d'ailleurs avec moi. Et vous aussi, alors quelles erreurs vous avez pu faire qui pourraient aider les jeunes chefs, qui pourraient servir? Alors, je veux dire, j'ai pas fait d'erreur. Non, je sais pas.
c'est très difficile à dire quelles erreurs on a fait quand on a fait un restaurant. Nous, je sais, dans le discours qu'on a, je vais ramener les choses un petit peu à autre chose. On a un peu l'impression d'avoir une opposition entre les cuisiniers et les restaurateurs qui seraient les auteurs des concepts, quelque part, alors que on peut être cuisinier, aussi restaurateur à un moment donné. C'est non seulement pas antinomique, mais c'est même souhaitable. C'est quand même une expérience qui est très très large. C'est vrai qu'il faut commencer à intégrer beaucoup d'autres connaissances, mais c'est la meilleure façon pour moi de procéder, parce que c'est la façon de procéder dans le bon ordre des choses, c'est-à-dire en partant du produit, c'est-à-dire la définition éventuellement du type de carte qu'on veut faire, du positionnement de la nourriture qu'on veut faire. Est-ce que c'est une cuisine d'auteur plus personnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, qui est plus classique, etc. Et quand on a ces éléments, vont s'en suivre les éléments techniques, c'est-à-dire toute la partie de la cuisine. On fait tous nos plans de cuisine. Toutes ces parties techniques sont gérées par nous-mêmes directement. Et les choses qu'on ne sait pas faire, éventuellement la décoration, on s'adresse à des spécialistes. Voilà. Alors avant de laisser la parole à la salle, 2 questions pour Hippolyte. La première, comment on gère des chefs quand on a un groupe comme Paris Society? Les chefs, c'est des personnalités, c'est des gens qui ont leur cuisine. Vous les intégrez dans un univers. Est-ce que vous discutez du concept avec le chef avant? Est-ce que vous recrutez des chefs sous forme de casting, là aussi? C'est-à-dire retrouver le bon chef pour le bon concept. Comment ça marche? On est assez curieux de savoir ça quand même. Alors on a deux positions différentes. C'est-à-dire qu'il y a une branche consulting vraiment où là on vient vers nous. Souvent ils ont déjà des chefs et du coup on impose un petit peu le concept. Et le but c'est jamais de les prendre à défaut. C'est quand même leur force et leur créativité aussi. Donc on va les accompagner à développer, mais on leur donne des guidelines. C'est-à-dire qu'il y a des chefs qui viennent vous voir? Il y a des chefs ou des propriétaires d'hôtels de chez Accor ou d'ailleurs qui viennent et qui nous disent voilà, le restaurant ne marche pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Donc il y en a où ils vont nous demander de créer l'identité de marque complète, d'autres qui vont nous dire c'est juste la carte où on a un problème, justement c'est trop classique, ça ne marche pas. Et en fait, on va essayer ça dépend vraiment des cas, mais on va accompagner soit les chefs existants, soit livrer clé en main des produits. C'est vraiment, ça dépend des clients. Et pour Paris Society en interne, on a des bons chefs maintenant avec qui on travaille. Mais effectivement, la partie création pure vient de notre branche de développement. Et une fois qu'on a l'idée du concept, la storytelling qu'on veut découler, là, on s'entoure des chefs pour justement leur laisser quand même des champs de créativité au sein d'une structure en fait. Au début, il y a une histoire que vous voulez raconter. Exactement. Souvent, c'est des inspirations, c'est par le lieu, la culture, des tendances. On crée des choses et le chef vient début de parcours, mais pas au tout début, effectivement. Alors, la deuxième question, et qui est un peu pour tout le monde, quelles sont les grandes tendances que vous sentez aujourd'hui dans la création de concepts, au plan français, mais on a envie de dire aussi international, et puis après, on laissera la salle poser des questions. En termes de tendance pure, en termes ethniques par exemple, on a vraiment les cuisines israéliennes, sud-américaines qui se développent énormément, en plus de l'italienne avec Big Mama surtout qui fait un carton et qui démocratise énormément. Et après en termes de concept pur, il y a beaucoup de retour aux sources, justement tout ce côté local qui prenait un peu le bien-être, mais pas le bien-être healthy pur, mais juste une nouvelle façon de consommer et de se dire on peut prendre un burger mais il va être avec de la très bonne viande, des bons produits, un vrai savoir-faire. Et cet ancrage local, voire de quartier des fois, ou de pays, est vraiment une tendance de fond et qu'on est obligé de prendre aussi en route, malgré nos concepts très variés. Est-ce que vous observez la même chose, Guillaume, par exemple? Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est les nouvelles générations. On l'évoquait sur le plateau juste avant, mais pour la partie éducative. Il ne faut pas oublier les générations Z qui ont une façon de consommer complètement différente. Et ce sont eux qui sont les clients de demain. Je pense notamment, on parlait de Big Mama, je passe à leur concept de food hall qu'ils ont à Paris, qui est Felicita, qui est juste exceptionnel. Un food hall, c'est un espace, là, en l'occurrence, de 1000 couverts. Exactement, avec, en l'occurrence, là, c'est basé sur la cuisine italienne, mais on peut retrouver à l'intérieur plusieurs types de cuisine. Et on était avec, tout à l'heure, M. Boudboul, qui parlait de la prise de commande. Là, on est sur une application et on prend presque même plus la commande. Il n'y a personne qui vient vous voir. Vous vous connectez directement par votre téléphone à la carte du food hall. Vous commandez et vous allez chercher vous-même votre plat à consommer. Je pense que c'est un peu inspiré des marchés locaux traditionnels. On a un petit concept qui s'est développé ici à Nice, Gare du Sud,
bon, qui à mon goût est beaucoup moins bien fait que ce qu'on peut trouver dans le monde, mais il y a cet esprit-là, je pense, qui est intéressant de consommer facilement à des prix accessibles une cuisine qui est locale et de qualité. Alors, il y a l'enjeu que vous pointez des nouvelles générations, notamment le fait de manger moins au restaurant et plus à domicile, mais ça c'est un sujet encore différent. Écoutez, on parle par exemple d'une cuisine moins grasse. On parlait il y a quelque temps encore d'une cuisine moins grasse. Maintenant, on est en train de parler du gras vegan. Donc, il y a effectivement des évolutions culinaires qui sont en train de se mettre en place et qui vont avoir une implication. Et il va falloir que les chefs, qui sont très novateurs et plein d'idées, trouvent effectivement les solutions pour conquérir ces marchés. Alors, Akram et Paul Perret, les tendances que vous sentez, vous? Moi, je pense que la tendance qui arrive très très forte aujourd'hui, c'est surtout, je ne sais pas si vous avez lu, mais en fait, ils vont faire ce qu'on appelle des dark kitchen. C'est en train d'arriver aux États-Unis. Donc, je pense que pour moi, ça c'est. Les dark kitchen, c'est des cuisines enterrées, en fait, qui sont anonymes finalement et qui sont anonymes, qui c'est servent Uber Eats gens ou Deliveroo. Et non, pas Deliveroo, avec Uber Eats, parce qu'ils ont fait on va dire, le fondateur de ça qui est en train de se lancer. La société Dark Kitchen. Il a 41 ans, il est sorti de Uber et il reprend tout ce qui est dans le milieu du retail, parce que bon, avec Amazon aujourd'hui, les gens consomment beaucoup plus sur Internet que d'aller forcément aller acheter leurs chaussures ou leurs pantalons. Donc maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est justement arriver à faire la même chose en food. Donc, je pense qu'il va y avoir une transition qui va se faire, c'est-à-dire ubériser ça. Donc, ce qui va être pour nous, je pense, une vraie force, parce que justement, il faut continuer à faire ce que l'on fait. Et justement, ça va peut-être. C'est pour ça que je disais hier, même en termes de street food, je pense que les chefs ont une vraie légitimité. Donc vous pourriez Akram pourrait demain avoir sa marque en quelque sorte sur Uber Eats ou Deliveroo. Pourquoi pas Uber Eats, Deliveroo, non. Oui, enfin, honnêtement, je sais pas. Par exemple, dans l'idée, ce que je disais, c'est qu'il. Ce sont des plateformes qui sollicitent déjà les chefs, voilà. Il faut le dire. C'est que de l'emporter, de livrer chez vous. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que sur un rayon de 10 km, il va y avoir, vous voulez manger parce que sur Uber Eats, j'ai fait l'expérience, vous pouvez commander que un seul restaurant. Vous ne pouvez pas choisir plusieurs choses qui vous sont livrées. Là, c'est de la cuisine collective avec multicarte, voilà, en fait, exactement, qui permet d'être livrée. Donc, du coup, oui, le concept de la Dark Kitchen, c'est une cuisine collective multicarte, effectivement. Et le pire dans tout ça, c'est que ça va être des particuliers qui savent cuisiner un petit peu, qui pourront aller, justement, on leur met à disposition cette cuisine, et ils se disent, voilà, j'ai bossé 2 heures, donc ils vont être rémunérés, mais en même temps produire pour être livrés. Donc je pense qu'il faut regarder ça, parce qu'il ne faut pas se dire, ah ben non, je ne savais pas, mais ça arrive, enfin ça va arriver d'abord aux États-Unis, et puis derrière, après, ça va commencer. C'est comme Impossible Food, qui est arrivé, moi je l'ai goûté à Hong Kong, dans mon restaurant, il y a 3 ans. Bon, ils m'ont fait goûter, et puis aujourd'hui, on voit qu'au bout de 3 ans, c'est en train d'inonder le marché. Donc ça, oui, pour nous, c'est une, je pense, c'est une réflexion qu'il faut avoir à l'esprit, oui. Ouais. Voilà, exactement. Paul Perret, sur les nouvelles tendances. En plus, vous êtes juré de Top Chef cette année, vous avez dû voir toutes les nouveautés. Vous pouvez pas nous révéler encore le Non, bah alors je vais faire l'orangina rouge de la série. Alors, en général, je refuse de m'intéresser aux nouvelles tendances parce que je pense que si on veut créer un concept, il faut éventuellement créer une tendance et quelque chose qui n'existe pas complètement. En tout cas, je ne dis pas qu'il faut réinventer la roue. Et donc, je pense qu'à partir du moment où les micro-signes qui définissent les tendances sont publics, les tendances sont souvent déjà exploitées et qu'il faut peut-être amener les gens ailleurs. Alors après, chacun fait ce qu'il veut et on intègre sûrement des tendances qui sont fortes, qui sont intéressantes. Je ne parle pas forcément de mode là, il y a des choses qui sont très intéressantes. Le retour, ce que disait M. Boulboul tout à l'heure, à des valeurs un petit peu essentielles, presque primitives d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. Et si je disais, moi je suis presque dans un côté rétrograde là, ce qui est assez étonnant pour quelqu'un qui a un restaurant qui est extrêmement avant-gardiste, mais je suis dans l'idée de réinventer, de
de refaire les PMU, c'est-à-dire tous ces cafés d'angle qu'on a en France et qui ont été un petit peu délaissés. Je trouve que c'est un genre qui est presque unique à notre pays. Ça m'intéresse beaucoup, par exemple. Donc on va voir PMU by Paul Perret. J'adore le dire. Mu, c'est très difficile à dire, mais ça me plaît beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez des questions? On a un micro qui est prêt. Il faut quelqu'un qui se lance. Oui, une question là. En fin de compte, quand vous lancez un concept, il me semble que la chose la plus difficile, c'est de créer quelque chose qui soit tendance, mais qui ne soit pas démodable, parce que tout ce qui est à la mode est très facilement démodable. Du coup, quand on crée un concept, comment est-ce qu'on arrive, entre guillemets, à passer la barre des 2 ans, à passer la barre où le concept va être facilement démodé, notamment à Paris, où le marché est hyper concurrentiel et où on a énormément de restaurants qui sont créés chaque année? Très bonne question. Comment on crée un concept qui dure? Alors je crois que si on avait tous la réponse, on serait tous millionnaires. On ne sait pas forcément, mais je crois qu'il faut y aller déjà avec son cœur, avec sa connaissance, c'est sûr, c'est un peu évident ce que je dis. Et ce que je dis, c'est qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait. On ne va pas faire des choses juste parce qu'elles sont à la mode et parce qu'on pense que c'est une tendance qui est commerciale. Ça pourrait être un objet d'échec. Je pense qu'il faut, avec beaucoup de réflexion et la définition, alors encore une fois, même si j'aime pas le mot, d'un concept qui est très encadré, qui est très intégré, qui est très réfléchi, on peut commencer à se mettre des atouts dans la poche. Oui, et puis c'est surtout aussi le fait de garder un côté un peu intemporel, c'est-à-dire que quand on crée quelque chose, même avec des décorateurs et une histoire derrière, le but c'est vraiment de se dire que ça sera un lieu de destination au début, mais après ça va être la constance du service et des prestations qui feront que ça va durer dans le temps en fait. Et quand on fait de la décoration, on va pas mettre une fontaine à l'intérieur d'un resto par exemple. Il ne faut pas que ce soit un effet Disneyland en fait. Il faut que ça soit vraiment des petites touches subtiles qui font que finalement même dans 10 ans, la vision de l'architecte perdurera et fasse pas justement démodé. Et pour ça, c'est vraiment un travail assez minutieux, c'est ce qu'on essaye de faire vraiment. Et pour tenir des Monsieur Bleu par exemple au Palais de Tokyo qui a maintenant 7 ans, c'est des choses où voilà, le service est encore là, les chefs, quand il a été renouvelé, on s'est battu pour avoir un très bon chef qui tient les équipes. Et voilà, les visions architecturales ont été aussi pensées pour être quand même pas trop marquées historiquement sur quelque chose. Et on fait ça sur tous nos établissements et même en consulting, on le fait au maximum. Bernard. C'est une excellente question que vous avez posée parce que c'est ça le nerf de la guerre, la pérennité d'un restaurant en fait. C'est pas d'avoir des idées parce qu'on peut en avoir 250 à l'heure. C'est est-ce qu'on va être pérenne? Et justement, chez Zira, nous avons fait une petite étude il y a quelques mois. On a pris sur les 10-15 dernières années tous les concepts qui ont été créés et on a cherché le point commun de ceux qui restent. Ils ont tous le même point commun. Vous savez ce que c'est? C'est qu'ils n'ont jamais rien lâché sur l'assiette, ils n'ont jamais rien lâché sur le personnel au niveau du service. C'est les 2 seuls points communs qu'on a trouvés. C'est même pas le lieu, parce qu'il y en a qui ont fait ça entre 4 murs de béton. C'est pas l'emplacement. Il y en a qui font ça sur des emplacements complètement dingues, de 2e ou 3e catégorie, en disant puisqu'on est bon, les gens viendront nous chercher là où on est. Je veux bien le croire. C'est l'assiette et le perso. Je pense qu'on est sur le grand retour de l'assiette et le grand retour du service. Et si on ne respecte pas les deux en même temps, pas l'un ou l'autre, hein, les deux en même temps, on passe à côté. Monsieur, voici un peu le micro. Merci. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez tous déjà, par rapport à différents types de restauration, des habitudes, des consommations, ou ce que, à l'avenir, qu'est-ce que va être la tendance prochain public ou des prochains consommateurs? Est-ce que vous savez quelle est la tendance et qu'est-ce qui est le marché qui va l'emporter dans le futur? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, ciblé ça? Est-ce qu'il faudrait un créneau plutôt vers ça ou plutôt vers ce type Est-ce que vous avez ciblé ça vraiment? Je pense qu'on a un peu répondu tout à l'heure à la question en disant que c'était très... Non, c'est pas grave. Mais en disant que c'est très difficile de percevoir ce qui pouvait gagner dans les années à venir. Une chose dont on est sûr, c'est que les nouvelles générations qui arrivent, pour les captiver, on n'a pas beaucoup de temps. Les générations Z, si vous n'arrivez pas à les convaincre les premières fois et très rapidement, elles vont se détacher de vous aussi facilement qu'elles peuvent tomber amoureuses de vous. Donc ça, c'est une tendance, je pense qu'il faut considérer, qui rejoint ce que M. Boutboul dit. Il y a une notion d'éducation dans le food qui est de plus importante et on veut surtout bien manger.
passer un bon moment, mais bien manger. Et on parlait de la génération Z tout à l'heure, oui. Akram. Moi, je dirais, voilà, pour mieux savoir, faut comprendre. Donc souvent, je passe devant l'entrecôte. Ça fait 100 ans qu'ils sont là, il y a toujours la queue. Donc, c'est quoi la recette? J'y suis allé, comme tout le monde. Je suis allé avec mes enfants. Non, mais c'est vrai. Et non, si j'ai compris beaucoup de choses, ben, en fait, c'est ce qu'il disait Bernard, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été réguliers en termes de service et en termes de qualité de nourriture qu'ils servaient. Et on nous a toujours appris, nous, en tant que cuisiniers, la régularité. Elle est hyper importante parce que c'est ce qui vous permet de toujours rester stable, fiable, et puis par la suite, vous perdurez. Le fait de faire un jour c'est très bon, un autre jour c'est moins bon, eh ben ça va pas. Et nous, on se bat, enfin moi dans mon quotidien, c'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans mes restaurants et vraiment, et je déjeune dans mes restaurants, je dîne dans mes restaurants aussi parce que c'est hyper important de comprendre ce qu'on fait. Et moi je lâche rien, c'est-à-dire que voilà, c'est important pour moi d'avoir toujours la même chose, bien fait, régulier, voilà. Et c'est ça qui fait que bah, on dure et on comprend mieux tous ces restaurants qui fonctionnent depuis 100 ans. Et voilà. Alors, la dernière question est toute simple. Prenons par exemple un plat mythique, la bouillabaisse. Je prends un exemple. Donc maintenant, je suis à Monaco, chaque année, je me permets d'aller manger la bouillabaisse. Ça fait maintenant 20 ans. En 20 ans, elle a changé 4 fois. Donc on est passé de la bouillabaisse traditionnelle, originale, et maintenant, depuis, elle est revisitée. Alors elle est revisitée, je ne vous dis pas comment, en 3 services. Et avec le temps, on constate que, entre nous, ce n'est pas la bouillabaisse qu'on a connue. Alors, est-ce que vraiment les chefs aujourd'hui sont sensibles à disant, est-ce qu'il faut vraiment revisiter tous les plats ou revenir à l'origine, c'est-à-dire la bouillabaisse traditionnelle? C'est un exemple, parce que tout le monde parle que de revisiter. Non, et moi, je ne pense pas que c'est l'avenir. Alors vous savez, la notion de santé aujourd'hui, moi, personnellement, je ne revisite pas. Si ce n'est que, moi, je prends, par exemple, quand j'ai fait mon apprentissage avec 14 ans, on mettait 200 grammes de sucre au litre pour la crème anglaise. Aujourd'hui, je mets 80. Ça, pour moi, c'est ça, se remettre en question sur peut-être nos gestes et ce qu'on fait d'habitude, parce qu'il y a la notion de santé et vous savez, nourrir les gens, c'est un symbole très fort. Et en tant que cuisinier, on a aussi cette notion de santé. Donc de mettre moins de sel, de mettre moins de sucre. Je pense que le mot revisiter, c'est peut-être parfois un peu galvaudé, mais quand on dit revisiter, c'est peut-être aller moins dans le sel, moins dans le sucre, moins dans la crème, dans le beurre. Enfin, vous voyez, et tout ça, c'est des questions que moi, je me pose au quotidien. Voilà. Paul Perret, sur la bouillabaisse, peut-être, avant Hippolyte? Pour moi, c'est une question de contexte. Je comprends vraiment ce que dit monsieur, mais d'abord, si on va dans un restaurant traditionnel et qu'on veut manger une bouillabaisse traditionnelle, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on ait revisité la bouillabaisse. Et c'est déjà assez difficile, d'abord parce que ce n'est pas un plat de restaurant. Donc dans ce sens-là, c'est très compliqué. Je ne vous donne pas, par contre, ma version de la bouillabaisse à ultraviolet. Je vais vous effrayer. Mais on peut tout revisiter parce que ça reste... La tradition reste la source majeure d'inspiration de ce qu'on peut faire plus tard. Alors, des fois, on voit des choses qui sont un petit peu effrayantes. Et dans les plats, par exemple, extrêmement difficiles à revisiter, le cassoulet, bonne chance, etc. Mais après, c'est une question de décalage aussi, de prendre des éléments référents pour amener les gens autre part. Mais quand on revisite, j'aime pas beaucoup le mot de revisiter, mais peu importe. Quand on revisite, il faut que la création ait un véritable intérêt en soi et ne soit pas un sous original. Ça n'a absolument aucun intérêt sous prétexte d'avoir déstructuré le plat et de l'avoir recomposé avec des textures différentes. Par exemple, ça n'a aucun intérêt. Hippolyte, tu veux. Non, mais après, c'était juste de dire qu'effectivement, le parti revisité, c'est aussi le plaisir de création des chefs, donc ça, on ne pourra jamais l'enlever. Mais on constate quand même complètement que pourquoi les bouillons sont en pleine effervescence sur Paris ou ce retour aux sources est aussi quand même très présent. Donc, mais la partie revisitée, oui, c'est ce qu'on dit, c'est une partie créative où quand on vient dans un restaurant pour un chef, on vient aussi pour son imaginaire. Donc il y a une part de ça où c'est des challenges qui peuvent être intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors on va juste applaudir nos intervenants et les remercier. Merci beaucoup, messieurs. Merci.